Les syndicats de police ont crié leur ras-le-bol sous les fenêtres du sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Depuis les manifestations liées à la loi El Khomri, ils estiment être devenus des cibles. Nicolas Le Tumelin, secrétaire régional adjoint d'UNSA Police Guadeloupe, est notre invité. Et puis pas de déclaration d'impôt, pas d'allocation familiale. Vous avez encore quelques heures pour les déclarations papier et quelques jours pour celles sur Internet avant que vos allocations trinquent. Les explications de Nathalie Dinan et de Patrick Curie. Et des dizaines de jeunes marins en herbe ont donné le coup d'envoi du championnat de France UNSS de voile à Sainte-Anne. Bénédicte Jourdier a capté les plus prometteurs. Son reportage dans un instant. Bonsoir, à la une de votre journal ce soir, la colère des policiers. Comme leur homologue de l'Hexagone, les syndicats de police ont manifesté aujourd'hui devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Ils dénoncent la haine contre les forces de l'ordre et un manque criant d'effectifs. Le reportage de Linda Kayarsi. Une dizaine de cadavres qui jonchent le sol de la sous-préfecture. Une image symbolique et forte pour marquer les esprits. La Guadeloupe en a ras-le-bol, les policiers en ont ras-le-bol. Ras-le-bol des homicides. 45 en 2015. 14 depuis le début de l'année, pardonnez-moi. Des braquages, des vols, des cambriolages. La police de Guadeloupe n'a pas les moyens pour exercer sa mission. Une violence qui se banalise, tout comme celle faite à l'encontre des forces de l'ordre devenues des cibles. Maintenant, ici, localement, on a de plus en plus de mal à réaliser nos missions en toute sécurité. Rappelez-vous ce qui s'est passé dimanche lors de l'accident sur la Riviera. Rappelez-vous ce qui s'est passé au niveau des sapeurs-pompiers. Il y a des nombres de blessés dans leur rang. Rappelez-vous encore les collègues, le 1er mai, qui ont dû intervenir sur un individu armé. On a besoin d'effectifs, on a besoin de moyens. On ne peut plus se contenter de vagues promesses. Des policiers en souffrance qui doivent aussi faire face au silence des politiques et de l'État, malgré des statistiques affolantes. En fait, il était important pour nous de rencontrer le sous-préfet par rapport à notre action ce matin. Et il nous a dit qu'il fera ce travail-là. Il va se faire le relais de la colère des policiers de Guadeloupe auprès du ministre de l'Intérieur pour demander des moyens appropriés et des effectifs pour la Guadeloupe. Mais nous avons tellement entendu des promesses que nous restons véillatifs. Et nous attendons justement la rentrée, la prochaine CAPN de mutation, Commission administrative paritaire nationale, pour savoir combien de fonctionnaires qui vont rejoindre les rangs des policiers de Guadeloupe. Déterminés à se faire entendre, ces fonctionnaires de police ne sont pas prêts d'arrêter leur combat. Et le secrétaire régional adjoint de l'UNSA Guadeloupe nous a rejoint sur ce plateau. Nicolas Le Tumelin, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'image du policier qui secourt et qui protège les citoyens a-t-elle disparu en Guadeloupe ? Elle n'a pas disparu, mais cette image, elle est ébréchée. On a de plus en plus de mal à faire comprendre aux gens la nécessité de nos missions. On a le sentiment en tout cas que la figure du policier n'effraie plus, qu'elle n'est même plus dissuasive en tout cas en Guadeloupe. Disons que la peur du policier existe toujours, mais c'est la présence du policier qui se fait rare en fait. Les difficultés à couvrir le terrain sur toutes les plages horaires qui fait que, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais votre collègue justement a fait référence tout à l'heure aux agressions qui ont eu lieu en Guadeloupe. On a agressé des policiers, même des gendarmes. Il y a de quoi s'inquiéter quand même sur la figure du policier. Absolument, absolument. Les voyous vont de plus en plus loin. Il y a régulièrement des faits de violence à l'encontre des policiers. Tout dernièrement, dimanche, lors d'une intervention sur un accident sur la Riviera à Gosier. Rappelez-vous de cette vidéo qui a fait le buzz sur Internet des motards de la police nationale qui ont été frappés par un fou furieux sur le pont de Poussette à Gosier. On en est là aujourd'hui. Ils ne reculent plus devant les policiers. Et comment vous l'expliquez? La faute à qui, finalement? Je dirais que c'est un phénomène de société. C'est un climat général qui fait que nous, policiers, représentants de l'État, on est quelque part pris pour cible. Vous réclamez depuis plusieurs années l'augmentation des effectifs, vous l'avez dit tout à l'heure. Certains policiers, en tout cas, nous ont confié qu'il n'est pas forcément question, que la question ne se porte pas forcément sur le nombre de policiers sur le terrain, mais c'est une question d'organisation. On parle notamment de patrouilles qui ne seraient pas suffisamment régulières, qui n'auraient pas lieu aux heures les plus criminogènes. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Il est vrai que sur le nombre de policiers en fonction en Guadeloupe, à l'instant T, on ne peut être qu'une seule patrouille sur la circonscription de Pointe-à-Pitre, qui regroupe Pointe-à-Pitre, Les Abîmes et Gosier, ce qui est ridicule. Comment répondre à 3 ou 4 interventions simultanées avec un seul équipage? Mais qu'est-ce que vous répondez à la question de l'organisation? Que finalement, vous êtes peut-être mal organisé? Disons qu'une réorganisation a été enclenchée il y a maintenant quelques mois, mais on constate aujourd'hui qu'elle a ses limites. Les limites sont atteintes faute d'effectifs policiers. Certains aussi dénoncent, toujours des policiers bien entendu, dénoncent un manque de volonté des politiques en général pour combattre la violence, les zones de non-droit en Guadeloupe, parce qu'on les connaît, ces zones de trafic, tout le monde les connaît, les policiers y compris. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le sentiment d'être laissé pour compte. Le ministre de l'Intérieur, au jour d'aujourd'hui, estime que la capacité opérationnelle des forces de police est de nature à couvrir les besoins légitimes de nos concitoyens. Or, nous, policiers de terrain, nous constatons que ce n'est absolument pas le cas. Vous avez le sentiment que justement, que votre hiérarchie ne met pas ce qu'il faut pour combattre cette violence en Guadeloupe ? Je ne sais pas si c'est notre hiérarchie, mais quelque part sur le plan politique, nous n'avons pas les renforts dont nous avons vraiment besoin et que nous réclamons depuis des années. Marine Le Pen a demandé la démission du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve aujourd'hui, qu'elle accuse, je cite, d'incapacité à protéger les Français et les forces de l'ordre. Ce même ministre qui vous a apporté son soutien aujourd'hui, qui a apporté son soutien aux policiers qui manifestaient, quelle est votre réaction face à cette déclaration ? Je dirais que les propos de Marine Le Pen n'engagent qu'elle. Nous, en tant que syndicat de police, nous ne faisons pas de politique, mais nous demandons à M. Cazeneuve de bien entendre nos revendications et de les comprendre et d'agir en conséquence. Que vous a promis le sous-préfet aujourd'hui à Pointe-à-Pitre ? Le sous-préfet nous a assuré de son soutien, que des renforts sont régulièrement demandés, que tout est fait pour optimiser les forces, tout en reconnaissant la situation gravissime de la Guadeloupe en ce qui concerne la délinquance. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, autre appel au civisme et au respect, celui du président du SDIS, Faber Micheli, régulièrement victime d'agressions lors de leurs interventions. Les sapeurs-pompiers lancent un appel justement au civisme, à la population guadeloupéenne. C'est ce qu'a expliqué Gilles Bazir à Linda Kayarsi, le directeur départemental du SDIS. On l'écoute. On a 2-3 exemples récents d'agressions de sapeurs-pompiers en intervention, ce qui nous a conduit, notamment le président du conseil d'administration, Faber Micheli, à réagir publiquement. Les sapeurs-pompiers sont là pour porter secours, pour leur apporter des soins, pour les aider, et que les recevoir en leur donnant des coups, c'est juste anormal. On est là pour aider tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelle que soit... et on le fait gratuitement. Donc, on demande de pouvoir faire notre travail en sérénité, en faisant en sorte que les sapeurs-pompiers ne soient pas agressés lors de ces interventions. On a des cas... plus ou moins grave quand même, de séquelles, avec des coups de poing, des coups, etc. C'est juste anormal et il nous paraît important maintenant de tirer la sonnette d'alarme. Le deuxième message, c'est qu'on ne restera pas inactif face à ces agressions, qu'on saisira à chaque fois que nécessaire la justice, évidemment. Et d'ailleurs, une récente décision de justice est venue donner raison aux sapeurs-pompiers agressés avec des indemnités à son profit et donner raison au SDIS qui s'était porté également partie civile avec 1 euro de dommages et intérêts. C'est pas grand-chose, mais ça reconnaît la responsabilité de l'agresseur vis-à-vis du sapeur-pompier et vis-à-vis du service départemental d'incendie et de secours. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Donc on ne reste pas inactif, la justice ne reste pas inactive à nos côtés, la police ne restera pas inactive à nos côtés. L'école Turenne-Thénard de Grand-Bois à Gosier rouvrira ses portes demain. Les parents d'élèves de l'école qui avaient bloqué l'établissement depuis jeudi dernier ont obtenu du rectorat des engagements. Les précisions avec Linda Kayarsi.
Armés de pancartes, c'est en famille que ces écoliers sont venus obtenir la non-fermeture programmée de leur classe à la rentrée prochaine. À peine arrivé, le recteur a accepté de rencontrer une délégation de parents d'élèves. Plus d'une heure d'échange pour au final une suspension de leur mobilisation. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous suspendons le mouvement. Nous disons bien suspendons puisque nous attendons le 22. Donc la commission se fasse et que pour vérifier que l'école sera maintenue parce que nous sommes dans une situation bien particulière. L'un des arguments avancés par la délégation pour convaincre le recteur, l'avenir de 12 élèves d'une classe Ulysse. Une classe spécialisée pour enfants en difficulté, voire en situation de handicap. Ils sont en inclusion dans chaque classe, donc s'ils sont en CP, ils vont une matinée tous les matins dans la classe, donc ils font partie des effectifs. Et ça n'avait pas été trop pris en compte au niveau des chiffres lors du calcul. Au rectorat, on s'est voulu rassurant. Bien évidemment, monsieur le recteur avait déjà rassuré les parents depuis hier, mais il a fallu peut-être aller un petit peu plus loin et porter des explications, notamment sur la question de la bienveillance que nous aurons lors de la commission d'ajustement qui va se tenir le 22 juin, s'agissant des mesures de carte scolaire. La particularité de l'Ulysse, c'est que, nous l'avons expliqué également aux parents, c'est qu'en fonction des évaluations qui sont menées à la fin de l'année, c'est seulement à ce moment qu'on peut déterminer dans quel niveau de classe les enfants vont se retrouver. Ils peuvent avoir 11 ans et se retrouver dans un niveau CE2. Il y a autre chose qui se met en place également à compter de la rentrée, parce que pendant les 2 mois de vacances, les enfants évoluent et donc on tient compte d'une autre évaluation qui se fait à la rentrée de septembre pour réajuster et toujours répondre aux besoins de ces élèves. Le rendez-vous est donc pris au mois de juin prochain pour connaître le sort définitif de ces écoliers qui retrouveront le chemin de leur établissement scolaire dès demain. Vous avez jusqu'à minuit pour faire parvenir votre déclaration papier des revenus 2015 à votre centre des impôts. Pour les retardataires, il faudra passer par le site impôts.gouv.fr jusqu'au 7 juin. Une déclaration obligatoire pour les allocataires de la caisse d'allocation familiale, même ceux qui n'ont pas de revenus. Les précisions avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. Je n'ai pas de revenus, je suis allocataire, je n'ai pas besoin de faire de déclaration d'impôt. C'est faux. Pour calculer les droits aux prestations de toute l'année 2017, la caisse d'allocation familiale doit récupérer les informations des ressources 2015 déclarées en 2016. Leurs revenus vont permettre surtout de calculer leurs droits aux prestations familiales sur toute l'année 2017. Donc il faut savoir que si la CAF n'a pas pu récupérer ces informations à temps, les droits ne seront pas calculés en janvier 2017. Donc l'allocataire restera, donc jusqu'à ce qu'on régularise bien sûr son dossier, peut rester donc sans ses prestations. Avant 2008, la CAF devait interroger chaque allocataire. Aujourd'hui, avec la simplification des démarches administratives, la CAF récupère auprès de la Direction générale des finances publiques toutes les informations. Revenus non salariés, allocations chômage, indemnités journalières de sécurité sociale, pensions, etc. Même si vous n'avez aucune ressource, vous devez remplir le formulaire papier à déposer ce soir avant minuit ou à remplir en ligne au plus tard le 7 juin. En quelques clics, en 5 minutes d'un ordinateur ou à partir d'un smartphone, c'est plié. Avoir comme information 0 € est plus important, enfin ça déclenche le paiement des prestations, que ne pas avoir d'informations du tout. Donc il faut vraiment que nos allocataires, notamment les jeunes ou les inactifs donc qui sont sans revenus, il faut vraiment qu'ils fassent cette déclaration auprès des impôts. Petite précision, les bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés ne doivent pas déclarer leurs prestations. Ce n'est pas un revenu. Sur les 114 000 allocataires, les non-déclarants sont encore trop nombreux, mais pas de déclaration, pas de prestation. Les épreuves du baccalauréat vont débuter dans moins d'un mois pour la plupart des lycéens. Une période pas toujours évidente à gérer entre les révisions, la pression de certains parents et celle que l'on s'impose. Mais plusieurs solutions existent pour réussir au mieux cette épreuve. Alouine Courcy, d'ATV Martinique, nous livre quelques astuces. Que l'on soit en filière générale ou technologique, chacun aborde ce dernier mois de préparation au baccalauréat avec sa propre philosophie. On le prépare depuis le début de l'année, donc ce serait bien de pouvoir le passer pour finir avec ça. Mais aussi, je l'accueille avec un petit peu d'appréhension.
parce que c'est une étape importante de notre vie qu'il ne faut pas rater surtout. Donc un petit peu un mélange des deux en fait. On est un peu stressé, on a un peu la pression, mais ça va puisqu'on a travaillé pendant toute l'année, on sait déjà ce qu'on va faire. On se prépare, on fait des révisions, des types bacs. Les professeurs m'accompagnent assez pour les épreuves, ils nous donnent des sujets de l'année passée et ils nous évaluent par rapport à ça pour qu'on puisse réussir nos examens. Pour pallier ce stress à un mois des épreuves, il existe plusieurs solutions pour rattraper un éventuel retard ou conforter des connaissances acquises tout au long de l'année. Depuis plus de 10 ans dans ce centre de soutien scolaire, on travaille autant les connaissances des lycéens que leur confiance en eux. C'est un type bac donc, qui est sorti cette année en Nouvelle-Calédonie. On va faire l'exercice sur les suites. Une fois qu'ils connaissent les exercices, qu'ils connaissent les exercices types qui peuvent passer, qui peuvent tomber, à ce moment-là, ils sont plus sûrs d'eux et ils n'ont pas à hésiter pendant l'année. Donc ils arrivent tranquillement, sachant que tout ce qu'ils ont vu ici, forcément, il y aura des choses qui vont tomber, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le résultat semble encourageant pour Yannick et Aurélie, qui entament cette période de révision avec sérénité. Je ne vais pas me dire que je me sens prêt, mais je revois mes connaissances. J'approfondis tout ce que j'ai appris tout au long de l'année. Je fais en sorte de maîtriser tous mes sujets. J'ai l'impression que ça m'aide parce que comme ça, je fais des choses qui sont tombées puis j'ai la correction et les explications tout de suite. Bien que pour beaucoup d'étudiants la pression soit personnelle, elle peut aussi souvent venir des parents. Il faut lui aménager en tout cas son espace comme lui l'entend. Ne pas être en tant que parent trop sur le dos des enfants, être un peu moins contrôlant, faire confiance en son adolescent qui va réviser à son rythme, où il l'entend et de la manière dont il a besoin. Des périodes de détente sportives ou sociales sont aussi conseillées avant la dernière ligne droite, début des épreuves, le 14 juin. Et cette rentrée scolaire se fera sans doute sous le signe du changement numérique depuis la réforme des collèges. Et pour préparer cette transition, le réseau Canopé a organisé aujourd'hui le Salon des éditeurs et du numérique au Palais des Sports du Gosier. Isabelle Hameau y était également. Ces enseignants du second degré viennent ici pour dénicher des spécimens qui leur paraissent intéressants pour la prochaine rentrée scolaire. Un bon point pour ce salon des éditeurs et du numérique après la réforme des collèges qui prévoit de nouveaux programmes. C'est vrai que les collègues et moi, nous appréhendons beaucoup. Nous avons déjà travaillé énormément pour essayer de trouver des stratégies, des jonctions entre les différentes matières, comment mettre au point les fameux EPI. Donc c'est vrai que je suis venue récupérer des manuels pour voir un petit peu comment ils sont faits, ce qu'ils proposent, ce que les éditeurs proposent et comment nous allons pouvoir mettre en œuvre cette réforme au mieux. Des manuels qui par la suite seront proposés aux différents établissements. Quand je les récupère, le but en tout cas c'est de les feuilleter, de regarder un petit peu ce qu'ils amènent de nouveau par rapport aux anciens manuels que nous avons récupérés et de voir justement comment nous allons pouvoir les utiliser, surtout quel manuel choisir pour pouvoir les adapter en tout cas et les proposer à la documentaliste qui va faire en sorte de les avoir au CDI. En fait, c'est toute une stratégie justement, comme je disais, pour pouvoir avoir les outils nécessaires dans notre établissement. Ici, l'affluence est identique chaque année. Plusieurs éditeurs privés y exposent leurs manuels scolaires, mais pas seulement. D'autres, comme les éditions Canopé, présentent différentes formes de ressources d'accompagnement. Il y a des enseignants qui leur permettent de fabriquer également leurs cours dans toutes les disciplines. Ce ne sont pas des manuels proprement dit, mais ce sont des ouvrages, par exemple, qui leur permettent de maîtriser leur discipline, qui leur permettent d'agir, qui leur permettent d'enrichir leurs connaissances, qui leur permettent également de faire leurs cours, de proposer autre chose, de diversifier leurs méthodes d'enseignement, de diversifier les procédures qu'ils utilisent, aussi bien en numérique qu'en papier. Ça peut être aussi des ouvrages, des ressources audiovisuelles sur différents supports et du transmédia. Des ressources identiques que les enseignants ont pu découvrir sur le support numérique qui, malgré cette difficulté à s'implanter dans l'éducation, seraient incontournables pour l'apprentissage. Le très haut débit débarque en Guyane. Une convention a été signée entre la commune de Cayenne, EDF et Guyacom. La fibre optique fait ainsi son entrée dans les foyers via le réseau électrique aérien, une méthode visant à toucher un maximum de logements. Reportage à Ayodele Germa d'ATV Guyane. Deux façons de travailler, c'est-à-dire que nous faisons une dorsale, ce qu'on appelle le backbone en anglais. Donc ça c'est du souterrain, on longe les artères principales de la ville.
avec une fibre optique souterraine. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on a la possibilité de travailler sur les supports EDF, ça nous permet de faire des économies. Des économies pour l'installateur, mais aussi pour le client final. Jumeler la fibre optique aux lignes électriques de basse tension est une technique de déploiement moins coûteuse et plus rapide que l'enfouissement. Et surtout, ça représente quand même moins de nuisances parce que imaginez que dans une ville telle que Cayenne, avec la circulation à proximité des écoles et collèges, etc., si on devait intervenir en enfouissement, ça serait un peu plus gênant. Depuis 2013, Guiacom a engagé le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné. Après la Carapa en novembre dernier, c'est au tour des Cayennais de bénéficier du réseau à très haut débit. En priorité, nous allons intervenir et nous devons intervenir sur la ZAC Hibiscus. Ensuite, sur la ville de Cayenne, on interviendra là où la demande sera la plus importante, bien entendu. Et on essaie d'être à l'écoute au maximum des usagers. Ce matin, la signature de la convention entre l'opérateur, la mairie de Cayenne et EDF permettra d'accélérer le déploiement de la fibre optique via les lignes électriques aériennes mises à disposition par EDF. C'est notamment une convention de mise à disposition des supports, donc des supports des réseaux d'électricité, de telle sorte à créer des infrastructures de fibre qui vont aller jusqu'aux clients. Donc c'est notre contribution au développement numérique du territoire, au moins une de nos contributions. Une quarantaine de kilomètres de fibre optique ont été installés pour l'heure. Le déploiement se poursuit jusqu'en fin d'année. Reste avec nous. Dans un instant, nous irons au parc archéologique des Roches Gravées à Trois-Rivières et puis nous verrons de belles figures sur mer avec le championnat de France UNSS de planche à voile qui se déroule à Sainte-Anne. Il exerce cette profession avec passion depuis 7 ans. Gérard Barthebin, artisan boulanger à Morne-à-l'Eau, attire une clientèle de travailleurs qui a pour habitude de se réveiller aux aurores. Dans le cadre de la Semaine du pain, nous avons souhaité mettre en évidence le travail d'orfèvre de cet artisan. Son portrait est signé Nathalie Dinan, Patrick Curie. Gérard Barthebin n'a pas toujours exercé la profession de boulanger. Passionné de pâtisserie depuis son plus jeune âge, il y a quelques années, il abandonne son confort et repart apprendre un autre métier, celui de boulanger. Il gravit les étapes rapidement, son CAP, puis son brevet professionnel et son brevet de maîtrise en poche. Il atteint son objectif, ouvrir sa boulangerie. Je sors d'une famille où nous cuisinons, nous avons des pâtisseries dans la famille. Donc je baignais déjà dans le métier de la restauration rapide, de la bouche. Donc j'ai eu l'opportunité de monter ma boulangerie, je me suis formé, maintenant je suis boulanger. Installé à Morne-à-l'Eau, Gérard Barthebin n'attire pas une clientèle friande de pains spéciaux ou de pains très tendance. Chaque boulangerie a ses spécificités. Nous sommes une boulangerie, mais plus penchée vers la sandwicherie. Chez nous, nous sommes dans un milieu rural. Tout ce qui est nouveau pain qui fonctionne très bien, le pain de seigle, le pain au noir, les différents pains. Chez nous, nos clients ne consomment pas encore tout ça. On n'a pas encore la clientèle qui nous demande le pain à la française qui est en train d'émerger pour l'instant. Nous sommes dans un milieu rural, donc les gens où nous visons ce sont des gens de passage. Donc c'est plus pour le casse-croûte, la sandwicherie, la boisson qui va avec. Donc on est plus dans ce créneau-là. Lui, c'est dans la variété des casse-croûtes proposées à sa clientèle de lève-tôt qu'il fait la différence. Nous varions le plaisir parce que nous avons choisi d'avoir une variété de sandwichs assez élaborée. Donc nous avons pas mal de farces différentes, ce qui nous permet, nous, en tant que boulangerie, d'arriver à subsister. Chez Gérard, on peut encore déguster du pain garni au hareng-sor, à la morue ou au poulet épicé, ou manger des mini-pâtés. Nous avons du matériel qui est assez performant, qui nous permet de préparer à l'avance et qui nous permet d'arriver à 2h30, même 3h, et ouvrir à 4h du matin avec tout le panel de produits que nous faisons qui est déjà prêt. Cela laisse peu de temps au loisir ou au sport et pourtant il en faut pour durer, en plus de certaines qualités indispensables. La résistance, l'innovation, surtout maintenant, nous devons être très innovateurs pour arriver à garder notre clientèle. Toujours trouver ce qu'il faut pour que nos clients reviennent, restent là, et beaucoup de résistance. Parce que c'est un métier quand même qui demande des journées longues, pas tous les jours, mais quand même des journées longues. 14 à 16 heures parfois. Même si ce n'est pas facile tous les jours, même si la conjoncture économique est difficile, l'enthousiasme de ce passionné, le dynamisme de ses employés et la qualité des produits sont les clés qui conduiront Gérard Barthebin à la réussite de son entreprise.
Les sites archéologiques de notre archipel font l'objet d'une attention particulière de la part du conseil départemental. Il a chargé l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, d'étudier les vestiges menacés par le projet d'aménagement de la collectivité, des sites d'une richesse patrimoniale exceptionnelle, comme au parc archéologique des Roches-Gravées à Trois-Rivières. Karen Diamin. Classé monument historique en 1974 et ouvert au public depuis le 28 juin 1975, le parc archéologique Les Roches-Gravées accueille plusieurs milliers de touristes venus découvrir les vestiges d'une autre époque. Bon, les gens viennent voir ces roches-gravées. Sur le site, sachez sur notre site, nous avons un ensemble d'une vingtaine de roches pour à peu près 228 gravures. Aussi, sachez que Trois-Rivières est le lieu où il y a le plus grand nombre ou la plus forte concentration de roches gravées. Un lieu, une histoire qui séduisent les visiteurs. C'est très intéressant dans la mesure où ça permet de connaître un peu mieux ceux qui nous ont précédés, donc les premiers occupants, première occupation humaine de la Guadeloupe. Outre ces vestiges immortalisés dans la roche, le parc se dévoile également sous un autre jour. Le parc, c'est son côté jardin conçu avec les plupart des plantes que les Amérindiens s'en servaient. Je vais citer roucou, calebassier, ricin, carapate, le génipa, le vétiver. En plus des plantes qui ont été importées. Mais sinon, c'est le côté jardin du site qui est très très important et très apprécié par nos visiteurs. Des visiteurs qui demeurent au centre des préoccupations de l'aménagement du site, prochainement réorganisé. Le conseil départemental a décidé d'investir dans une réfection des bâtiments d'accueil et il a missionné l'architecte en chef des monuments historiques, M. Bortolussi, qui a conçu un espace polyvalent où il y aura des activités pédagogiques avec les scolaires sur cette partie du parc. Toute la zone d'accueil également sera revue pour permettre un meilleur confort pour les visiteurs que nous recevons. Et enfin, quasiment une première mondiale, nous allons travailler à créer un petit circuit pour les personnes à mobilité réduite. Un projet innovant, nécessitant tout de même des fouilles préventives, démarrées fin avril dernier, pour pallier d'éventuels dangers pour les vestiges encore présents dans le sol du parc. En matière de patrimoine, c'était important de faire cette fouille. Sinon, les vestiges qui sont ici auraient été détruits par les travaux et on n'aurait jamais eu l'information que là, nous sommes en train de sortir du sol en quelque sorte. Après 10 jours de fouilles, les premières découvertes apparaissent, quelques vestiges d'une ancienne habitation coloniale ou encore quelques structures précolombiennes. La 1170, qui est une structure précolombienne, c'est une fosse qui a été creusée dans l'argile. La fonction elle est indéterminée, mais elle contient du mobilier uniquement précolombien et probablement du saladoïde, donc vers 500-800 après Jésus-Christ. Avec ses différentes casquettes, archéologiques, botaniques ou encore éducatives, le parc Les Roches-Gravées offre une diversité touristique tout au long de l'année. Et en parlant de tourisme, 43% des Français renoncent à partir en vacances, selon le baromètre Europe Assistance dévoilé aujourd'hui. Faute d'argent ou peur du risque d'attentat, ce phénomène s'étend à toute l'Europe. Et vous, où envisagez-vous de passer vos vacances? Vos choix commentés face à la caméra de Karen Diamin. Est-ce que vous pensez partir en vacances? Oui, je pars en vacances. Je pense partir d'ici juin-juillet. Et où est-ce que vous allez partir? J'espère partir pour l'Euro, en France. Alors, est-ce que vous pensez partir en vacances cette année? Non, je ne me suis pas préparée pour ça. En général, moi, comme je suis dans le domaine de la musique, chaque année, j'essaie de partir pour effectivement me retrouver dans des situations à découvrir et apprendre des choses par rapport à mon métier. Mais cette année, avec mon groupe Cacoustique, je vais notamment sur le Canada, sur la Caraïbe et pas mal d'endroits encore. Mais sinon, hormis le fait que s'il n'y a pas de tournée, s'il n'y a pas de travail à ce niveau-là, moi j'aime beaucoup aller dans la Caraïbe et surtout la Dominique, privilégier comme Sainte-Lucie, Terre de Bal-et-Sainte, dans les parages un petit peu. Vu que mes congés approchent, oui, pourquoi pas. Et tu penses aller où? Quelque part où que je n'ai pas encore visité, la Dominique. Vous pensez partir en vacances cette année et si oui, où est-ce que vous allez? Eh bien, en Grande Terre, il y a Punta Cana ou en Martinique. Moi j'aime bien la Grande Terre, je suis de la Basse Terre, mais j'aime bien la Grande Terre. Est-ce que tu pars en vacances cette année? Oui, en France avec mon papa. Vous pensez partir en vacances cette année? Oui.
à Orlando. J'ai gagné un billet à la belote. Est-ce que vous pensez partir en vacances cette année? Pas hors du département, mais en grande terre, oui, vers Sainte-Anne, Saint-François. Moi, j'habite à Basse-Terre et les communes vers le soleil me plaisent bien. Oui, cette année, je pars 10 jours à Rome au mois d'août avec le diocèse de Basse-Terre. Voilà, on part en pèlerinage, voilà. Est-ce que vous partez en vacances cette année? Non, je reste en Guadeloupe. Pourquoi? Je suis en Guadeloupe, je reste. Pourquoi aller ailleurs? Pour découvrir mon pays, c'est beaucoup mieux. Le championnat de France UNSS de planche à voile débutera demain à la base nautique de Sainte-Anne. 32 équipes venues de l'Hexagone, de la Martinique et bien sûr de la Guadeloupe s'affronteront sur ce plan d'eau magnifique. Bénédicte Jourdi a rencontré 2 graines de champions qui se voient déjà remporter la victoire. À la veille du championnat de France UNSS de planche à voile, Valentine s'entraîne et visiblement les conditions sont bonnes. La mer elle est bien, elle est correcte, il y a assez de vent pour pouvoir faire de la planche correctement. Donc j'espère que ce sera pareil pour les prochains jours. Avec Nils, ces 2 Guadeloupéens travaillent leur déplacement, leur stratégie. Ils visent la victoire. La victoire, mais après c'est aussi un moment de partage parce que c'est super... c'est très intéressant de voir tout le monde, de rencontrer tout le monde de la France. Et en plus, c'est sur notre plan d'eau, entre guillemets, donc c'est sympa de leur faire découvrir. Je suis quand même contente de participer. L'année dernière, j'étais à Narbonne. Là, on est en Guadeloupe, donc on est à côté de chez nous. Ça fait plaisir, il fait chaud. Il y a peut-être un peu moins de vent, mais c'est cool, quoi. On va bien s'amuser. Faire découvrir le site de Sainte-Anne aux 200 participants venus pour l'occasion. 200 participants pour 32 équipes d'établissements scolaires, collèges et lycées, les meilleurs au niveau national. Donc en fait les régates se déroulent sur 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, sous plusieurs formes. La première forme c'est sous forme de relais, donc les coureurs se passent le matériel les uns à la suite des autres sur un parcours défini. Et jeudi, vendredi et samedi, ça sera sous forme de challenge. Une deuxième édition pour la Guadeloupe qui devrait bien se dérouler. Les prévisions météo annonce un vent stable pour tout le week-end. De très bonnes conditions qui ravissent ceux qui découvrent l'archipel pour la première fois. Un peu un rêve, on s'est qualifié, c'était plutôt un rêve et c'est devenu vrai, plus ou moins. Et on essaye de profiter pendant ce séjour. Et pour couronner le tout, les arbitres jeunes officiels, s'ils remplissent bien leurs tâches, obtiendront une certification qui peut ramener des points au baccalauréat. Si on réussissait le niveau national ici, on avait 16 au bac automatiquement, je crois. Donc je trouve ça plutôt cool, quoi. Début du championnat prévu demain matin, mais pour le moment, l'heure est à la détente. Elle aussi espère bien concrétiser son rêve à tout juste 17 ans. Elle s'apprête à représenter les Antilles-Guyane au concours Élite Modèle, le célèbre concours international de mannequins, l'un des plus prestigieux. Nina Cam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez remporté samedi soir le concours Élite Modèle Look Antilles-Guyane 2016. Qu'est-ce que ça fait d'être choisi, d'être repéré par l'agence de mannequins qui a lancé des top modèles comme Cindy Crawford? Ça fait super plaisir. En vrai, je suis super contente, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas arriver aussi loin, c'est vrai. Vous en rêviez de devenir mannequin? C'était votre rêve? Oui. Un rêve de petite fille peut-être? Oui, depuis petite, j'en rêve. Ma mère était dans le métier, donc du coup, c'est un métier familier et c'est un rêve depuis petite. Et comment ça a commencé cette histoire, ce rêve? Comment il s'est concrétisé? Il y a eu des débuts, j'imagine? Il y a eu des débuts, je voyais ma mère, je voyais ses photos, etc. Donc du coup, on a l'habitude petite de toujours imiter les parents, etc. Donc du coup, ça a été ça, et les amis, les proches qui me disaient depuis petite, tu pourrais peut-être être mannequin. Vous aviez déjà défilé avant ça? Avant le concours Élite, oui, j'avais eu la chance de défiler pour Jean-Marc Benoît et Kevin O'Brien ici en Guadeloupe. Oui, donc des stylistes très connus en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Pendant 3 jours, avec les autres finalistes, vous avez pu toucher du doigt le métier de mannequin entre des séances de maquillage, les essayages, des séances photos qui sont parfois, je le sais, interminables. Avez-vous été déçu ou bien au contraire conforté dans votre choix?
À aucun moment j'ai été déçue. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. On m'a toujours dit que ça serait quelque chose de difficile, on m'a dit à quoi m'attendre. Et tous ces shootings, les heures à chercher la bonne lumière, à se surmaquiller, coiffer, à marcher dans des strélans, essayer des vêtements à droite, à gauche, franchement, c'était super. Ça demande beaucoup de patience aussi également. Une autre étape vous attend en fin d'année, c'est la finale internationale du concours Elite Model Look. À la clé pour la gagnante, un contrat avec une agence du groupe Elite, un groupe international, avec un revenu minimum garanti sur 2 ans de 50 000 €. Est-ce que vous avez suivi une préparation spécifique pour remporter ce concours ? Ou est-ce que vous allez suivre quelque chose de spécifique, une préparation ? Pas spécialement, je suis très bien entourée, donc oui, je sais qu'il y a cette finale qui m'attend à la fin de l'année, donc je ne fais pas n'importe quoi et je me prépare moi avec mes proches qui m'aident énormément aussi, je me prépare. Alors, il y a une rigueur quand même pour les mannequins, c'est la taille, la silhouette. Vous faites attention à votre alimentation par exemple ? Peut-être plus que d'habitude ? Plus depuis que j'ai gagné, oui. Depuis que j'ai gagné, oui. Là, samedi à Destréland, j'ai fait un peu plus attention. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur finalement en préparant ce concours ? C'est ce que j'ai voulu faire, ça a toujours été un rêve et donc du coup, je veux réaliser mes rêves. Voilà. On le sait, très peu de mannequins noirs, en tout cas, très peu de mannequins noirs parviennent à se faire une place dans ce milieu. Les Naomi Campbell, Tyra Banks sont plutôt rares. Est-ce que vous espérez avoir une carrière similaire à la leur ? Oui, j'espère, oui, bien entendu. Je n'ai pas fait ce concours pour rien. C'est que j'espère avoir une carrière comme la leur. Après, je suis très bien entourée et puis c'est une question de confiance en soi. Et si elles ont pu le faire, pourquoi pas moi ? Nina, vous êtes encore étudiante au lycée, en première année scientifique, je crois. Si vous êtes élue, vous êtes élue par ce concours, par les membres du jury, est-ce que vous irez plutôt vers la voie de l'école de commerce ou votre cœur balancera davantage pour le métier de mannequin ? Étant en première S, je garde toujours à l'esprit qu'il faut que je réussisse scolairement. Donc j'ai des objectifs comme le bac de français cette année et le bac général l'année prochaine, qu'il faut absolument que j'ai. Mais après, une fois que j'aurai eu tout ça, mon cœur, oui, c'est surtout pour le mannequinat qui balance. Nina Kam, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Elles aussi, elles ont relevé un défi, les jeunes entrepreneurs du lycée polyvalent du Charmois de Saint-Claude, celle d'embellir des personnes handicapées de l'Institut médico-éducatif de Bouillante. Une séance de coaching, on regarde ensemble un reportage signé Linda Kayarsi. Olivia, la directrice commerciale de la mini-entreprise Kwagekou, met tout son savoir-faire d'esthéticienne au service de Schwilling. Là, je suis en train de lui appliquer le savon pour lui nettoyer la main. Et ensuite, je vais lui appliquer la crème et l'eau micellaire à base de marc de café. Donc, ce qui va permettre de faire une crème protectrice. Un instant beauté, tout en douceur et très apprécié. Je mets du savon sur mes mains. Après, je mets du vernis sur mes mains. Et ça te plaît? Tu trouves ça agréable? Oui. Elle est douce? Oui, elle est douce. Comme Schwilling, ce matin, plusieurs adolescentes en situation de handicap de l'Institut médico-éducatif de Bouillante ont pris rendez-vous. En fait, au sein de l'institution, j'anime avec une aide médico-psychologique, Madame Patricia Petroc, un atelier d'hygiène et de soins esthétiques. Et notre directrice a reçu le courrier de la mini-entreprise et on a tout de suite saisi l'opportunité de venir, d'accompagner les jeunes pour qu'elles puissent découvrir vraiment dans le milieu dit normal comment ça se passe. Une clientèle cible pour Kwagekou qui multiplie les prestations. Kwagekou parce que ça faisait plusieurs compétences du lycée. Kwa pour la coiffure, G pour la gestion administrative et l'esthétique, et Kou pour la couture. On a notre business plan, on a des prises de rendez-vous, donc ça fonctionne vraiment comme une vraie entreprise mais en miniature. Et ça nous aide un peu pour la vie professionnelle après, pour savoir comment gérer une entreprise. Une fusion de compétences qui a permis à la mini-entreprise de se spécialiser dans le coaching en style. Une de nos cibles, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes en réinsertion, car ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir bien, de se sentir valorisées, et nous les valorisons au sein de cette mini-entreprise. C'est ça notre but. Notre but, c'est vraiment de valoriser la personne. Les personnes que nous visons ressortent généralement avec un large sourire et ils sont heureux.
Tout un savoir-faire qui aujourd'hui fait la renommée du lycée polyvalent de Ducharmois à travers son pôle mode et beauté. Donc vous arrivez à l'atelier, puis je vous reçois dans le comptoir, c'est-à-dire dans le showroom de Kwagekou. Et nous allons prendre un rendez-vous pour fixer avec vous une de vos prestations que vous allez demander. Et vous allez être accueillis le jour de votre rendez-vous et nous allons vous diriger dans les ateliers esthétiques ou cosmétiques. Objectif de Kwagekou, pérenniser son activité, mais surtout susciter des vocations au sein même de l'établissement pour les métiers de la mode et de la beauté. Et pourquoi pas remporter le concours Entreprendre au lycée. À vos stylos maintenant pour quelques informations pratiques. Il y aura des coupures d'électricité demain à Grandbourg de Marie-Galante dans la matinée, ainsi qu'au Gosier pour les quartiers de Des-Hauteurs et la route de Beaumanoir, et Bemao à Bellecour et Blachon. Et puis, si vous voulez donner de votre sang, la collecte mobile sera à Pointe-à-Pitre demain face au CHU de midi à 18h et vendredi à Lajaille à Bemao dans la matinée. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.